Bien, bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. Nous allons participer aujourd'hui à cet enseignement de la filière et traiter des vascularites associées aux ANCA et notamment des nouveautés des actualités thérapeutiques. Alors, je vais essayer de répondre avec vous à un certain nombre de questions. Et ces questions sont résumées sur cette plaque. Tout d'abord, la classification. Est-ce que cela intervient dans la décision thérapeutique? Ensuite, nous reverrons les traitements d'induction de la maladie, puis les traitements d'entretien. Nous envisagerons les problèmes de la durée de traitement, ce qui n'est absolument pas réglé aujourd'hui. Et puis on essaiera de répondre à quelques questions peut-être un peu plus fondamentales et philosophiques, comme le traitement et la guérison de la maladie et les améliorations possibles sur le long terme. Alors tout d'abord, la classification. Alors cette classification, je vous conseille aujourd'hui de n'utiliser que celle de Chapel-Hill, qui est dans sa dernière version publiée en janvier 2013, mais c'est une classification 2012, à laquelle un certain nombre d'entre nous, de spécialistes de vascularite, a participé. Et finalement, on aboutit à une classification qui est plutôt très simple. Tout d'abord, tout est fondé sur la taille des vaisseaux. La taille des vaisseaux, vous voyez qu'il y a des vascularites, des gros vaisseaux, c'est l'aorte et les branches de l'aorte. Des vascularites, des vaisseaux de moyen calibre, ce sont les artères principales avant qu'elles entrent dans les organes et leur première branche de division. Et la troisième catégorie, c'est les petits vaisseaux. Et là, c'est l'artériole, les capillaires, les vénules. Donc, énormément de vaisseaux. Et d'ailleurs, c'est là qu'il y a le plus de vascularites. Elles sont les plus fréquentes. Un autre facteur qui intervient de façon très importante, ce sont les ANCA. Ces anticorps ont été mis en évidence dans les années 80, 1985, et on en distingue deux catégories, les anticorps dits C-ANCA, c'est-à-dire avec une fluorescence cytoplasmique, et ceux P-ANCA, c'est-à-dire avec une fluorescence périnucléaire. Tout d'abord, il faut rappeler qu'alors que dans les maladies auto-immunes, on a essentiellement été formé à prendre des anticorps dirigés contre des éléments du noyau, ici, mais ce n'est pas le seul exemple, nous avons des anticorps dirigés contre des éléments du cytoplasme. Là, on en distingue deux catégories principales. Dans les granules, dans les polynucléaires neutrophiles, il y a des granules. Dans ces granules, il y a un certain nombre de protéases. Et il y a notamment la protéinase 3. Et les anticorps antiprotéinase 3 se voient dans la maladie de Wegener, alors que les anticorps anti-myéloperoxydase se voient en général dans d'autres vascularites. Là aussi, la maladie de Wegener, qu'on appelle aujourd'hui granulomatose avec polyangéite, mais aussi dans la maladie de Sturge-Strauss, qu'on appelle granulomatose éosinophilique avec polyangéite, et dans la polyangéite microscopique. Donc tout ceci de noms bien compliqués pour des choses qui ne sont finalement pas si compliquées que cela. D'ailleurs, voici comment ça se résume sur un schéma. Les vascularites des gros vaisseaux, et je ne vous en parlerai pas aujourd'hui, c'est le Takayasu et l'artérite à cellules géantes que l'on appelle en France maladie de Horton. Les vascularites des vaisseaux de moyen calibre, il n'y en a que deux, la périartérite noueuse et la maladie de Kawasaki. La PAN est extrêmement rare, la maladie de Kawasaki est très fréquente dans le monde, et vous savez que c'est une maladie essentiellement pédiatrique, et à prédominance asiatique, puisqu'elle a été décrite au Japon. Enfin, il y a le groupe des vascularites des vaisseaux de petit calibre. Alors, cette catégorie de vascularites est due à des mécanismes pathogéniques différents. Les vascularites associées aux ANCA, dont je viens de vous parler, et puis il y a d'autres mécanismes, notamment les vascularites liées à des complexes immuns circulants, et elles sont listées sur cette plaque. La plus fréquente en France, ce sont les cryoglobulinémies, qui, vous le savez, sont essentiellement dues au virus de l'hépatite C. Donc c'est une maladie non exceptionnelle, mais qui va disparaître, puisque l'on traite aujourd'hui efficacement le virus de l'hépatite C. Autre maladie importante, c'est le purpura rhumatoïde, que l'on observe plutôt chez l'enfant, rarement chez l'adulte, maladie plutôt de bon pronostic. Et puis, il y en a d'autres, multiples, les vascularites urticariennes. Alors, il faut retenir qu'ici, nous sommes encore dans le cadre de ce qu'on appelle les vascularites primitives ou à étiologie identifiée, c'est-à-dire les deux maladies virales responsables de vascularite. Mais il y a énormément de vascularites secondaires.
Alors ça n'est pas mon propos, mais dans les maladies auto-immunes, dans les cancers, après prise médicamenteuse, il y a un certain nombre de vascularites. Cela fait donc beaucoup de maladies, mais quand on part avec une classification, on va dire, topographique, liée sur la taille des vaisseaux, plus les éléments immunologiques dont je vous ai parlé, eh bien finalement, on arrive assez bien à classer ces maladies. Il est essentiel de les classer puisque le traitement n'est pas exactement le même. Par exemple, pour les vascularites des vaisseaux de moyen calibre, vous savez que lorsque la périartérite noueuse est due au virus de l'hépatite B, il faut donner peu de corticoïdes, de préférence pas d'immunosuppresseurs, et les antiviraux sont efficaces. Pour la maladie de Kawasaki, c'est une seule perfusion d'immunoglobulines qui permet de guérir les malades. Pour les vaisseaux de gros calibre, Takayasu et artérite à cellules géantes, là c'est la corticothérapie prolongée, le méthotrexate, les anti-TNF, et puis maintenant un certain nombre d'anticytokines comme les anti-IL-6 qui donnent des résultats extrêmement intéressants. Et puis il y a aussi des maladies qu'on ne traite pas. Par exemple, le purpura rhumatoïde de l'enfant, sauf forme compliquée, on attend, en général, tout rentre dans l'ordre. A l'inverse, pour la maladie de Goodpasture, liée à des anticorps dirigés contre la membrane basale glomérulaire, là, la corticothérapie, l'endoxan et les échanges plasmatiques sont absolument indispensables et permettent de guérir la maladie. Avec aujourd'hui quelques ouvertures sur d'autres moyens thérapeutiques, dont le rituximab, peut-être dans des formes d'entretien, mais tout ceci n'est pas encore parfaitement codifié. Dans les cryo-HCV, c'est le traitement du virus et puis le traitement de la vascularite en général. Donc vous avez bien vu que la classification a un impact sur le traitement. Alors maintenant, quand on traite une vascularite, il y a deux séquences. La première, c'est le traitement d'induction, pour mettre le patient en rémission, qui est relativement court, et cette période de quelques semaines à quelques mois au maximum permet de revenir à l'état antérieur avec plus ou moins de séquelles. Et la deuxième partie, qui est beaucoup plus longue, c'est une période pendant laquelle le malade en rémission risque de rechuter, et l'objectif de la thérapeutique, c'est d'empêcher les rechutes. Donc, on va voir d'abord le traitement d'induction. Ce traitement d'induction doit être parfois prescrit de façon très rapide, car la maladie peut être extrêmement grave, voire mortelle, dans les premiers jours ou les premières semaines. Donc, il va falloir choisir un traitement, adapté au diagnostic, on l'a vu, adapté à la cause de la maladie, on l'a vu également avec les maladies virales, et puis le choix, c'est aussi en fonction de la sévérité de la maladie et de facteurs pronostiques que nous avons d'ailleurs établis dans ce type de vascularite. Et puis on sait aussi l'histoire naturelle de ces maladies. Et donc l'issue est plus ou moins prévisible. Et finalement, ce que l'on fait, c'est d'avoir un traitement qui est le plus codifié possible, tout en étant sur mesure. Donc ce n'est pas quelque chose d'antinomique, il faut à la fois faire du sur-mesure et à la fois s'adapter à des situations qui sont bien connues. Alors par exemple, pour le pronostic, vous connaissez le 5-factor score, et ce 5-factor score, c'est un score qui a été établi il y a maintenant une vingtaine d'années par notre groupe, avec certains points importants, l'âge. On a mis 65 ans, alors ça a été bien sûr calculé après quelques études statistiques, ce n'est pas uniquement un âge d'état civil. L'insuffisance rénale, et la barre c'est 150 micromoles, l'atteinte digestive et l'atteinte cardiaque. Ces 4 points, ce sont des éléments de mauvais pronostic. Et puis il y a un 5e point qui est valable effectivement pour les 2 seules maladies où il y a une atteinte ORL. Eh bien, les patients qui ont une atteinte ORL au cours de ces 2 maladies, granulomatose avec polyangéite ou granulomatose éosinophilique avec polyangéite, le fait d'avoir une atteinte ORL est un élément de bon pronostic. Donc il y a 4 qui vont vers le mauvais et 1 qui va vers le bon. Alors ça ne peut pas faire des sommes, c'est pas 1 moins 1 égale 0 et le malade devient un malade de bon pronostic.
S'il est vieux, il reste vieux. S'il a une insuffisance rénale, il a toujours son insuffisance rénale. Mais sa survie sera meilleure s'il a une atteinte ORL associée. Donc voilà les deux périodes résumées, le traitement d'induction, le traitement d'entretien, avec des objectifs totalement différents. Alors le traitement d'induction, qu'est-ce que l'on recherche? On recherche un traitement qui agisse très vite, un traitement qui soit bien toléré et un traitement qui permet de guérir le malade et pas seulement d'avoir une rémission. Mais pour ce dernier point, on ne peut pas y répondre d'abord quand on traite le patient et on ne sait pas si ces maladies peuvent toutes guérir. Certains ont des rémissions prolongées de dizaines d'années parfois et donc c'est équivalent à une guérison, mais il est très difficile de l'affirmer encore aujourd'hui. Quels sont les traitements conventionnels? Les traitements conventionnels, c'est l'attaque par le cyclophosphamide et les corticoïdes. Dans des formes un peu moins sévères, notamment les formes qui n'ont pas d'atteinte rénale, on peut proposer du méthotrexate et des corticoïdes. Et puis dans des formes encore moins sévères, qui n'ont pas ces facteurs de mauvais pronostic que je viens de vous décrire, donc ce qu'on appelle les FFS 0, eh bien dans ces formes-là, on peut traiter par des corticoïdes seuls, se passer d'immunosuppresseurs et n'introduire les immunosuppresseurs qu'en cas de maladie non ou mal contrôlée. Ensuite, il y a aussi dans ces formes-là possibilité d'utiliser des immunosuppresseurs un peu plus légers comme l'Imurel, le méthotrexate. On va revoir la position qu'il faut prendre vis-à-vis de ces thérapeutiques immunosuppressives. Donc, forme de bon pronostic, corticoïdes seuls. Et une des questions qu'on s'est posées, c'est est-ce que l'on ne peut pas ajouter un immunosuppresseur, non pas pour mieux contrôler une maladie que l'on contrôle, mais tout simplement pour essayer d'épargner la corticothérapie et de diminuer les doses de corticoïdes. Car dans toutes ces maladies qui sont des maladies chroniques, eh bien la corticothérapie est délétère. Plus on en donne, plus il y a d'effets secondaires de la corticothérapie. Et essayer de traiter avec le moins de corticoïdes possible est un objectif important. Alors voici un essai que nous avons fait, qui est un essai comparant corticoïdes d'Imurel versus corticoïdes placebo d'Imurel. Et pour cibler cela, on a pris des vascularites associées aux ANCA ou non associées aux ANCA, comme la périartérite noueuse, sans facteur de mauvais pronostic, dont les formes, on va dire, les plus bénignes. On ne pouvait pas faire courir un risque au malade en faisant un bras sans immunosuppresseur dans des formes graves de la maladie. Alors voilà le protocole, résumé très simplement. Globalement, le traitement avec l'immunosuppression, c'est 1 an, la corticothérapie avec une décroissance progressive, et on évalue les patients à 2 ans. Alors on a les résultats, on a inclus quand même 95 patients dans cette étude, et on a évalué donc à 24 mois. Et bien, vous pouvez voir que, quel que soit le groupe, eh bien, le taux de rémission sans rechute est exactement le même, le taux de rémission totale est le même, le nombre de décès n'est pas significativement différent, et si l'on cible sur des sous-populations, vous voyez que la sous-population la plus importante c'était le GPA, c'est-à-dire le Sturge-Strauss, eh bien on a des résultats exactement superposables. Alors c'est à la fois extrêmement passionnant et un peu frustrant, car on démontre que l'adjonction d'un immunosuppresseur à la corticothérapie ne permet pas de réduire la dose de corticoïdes et que quel que soit le bras, on a exactement le même besoin de corticoïdes et qui est d'ailleurs résumé ici, regardez les courbes qui sont parfaitement parallèles et il y a le même taux de rémission, le même taux de rechute. Autrement dit, cet immunosuppresseur n'a pas d'intérêt, ou ces immunosuppresseurs, ici c'est l'Imurel, mais on peut penser que le méthotrexate probablement donnerait à peu près le même type de réponse. Revenons-en aux formes plus sévères ou à la GPA qui, elle, doit toujours être traitée par une association corticoïde immunosuppresseur. Alors on fait en France plutôt un traitement par voie intraveineuse. Un traitement court, car finalement ces 6 perfusions avec des séquences et des intervalles qui sont mentionnés ici, 3 semaines, puis ensuite tous les 15 jours, eh bien ça permet, tous les 15 jours au début, puis toutes les 3 semaines ensuite, ça permet d'obtenir une
rémission complète très rapide, souvent après 3 ou 4 bolus, c'est-à-dire après 1 mois de traitement. On prolonge jusqu'à 6, la dose totale est donc extrêmement faible, et même chez les sujets plus âgés où on a évalué, j'en reparlerai tout à l'heure, des doses plus faibles, vous verrez qu'on peut traiter avec peu d'immunosuppresseurs, ce qui permet bien sûr de réduire complètement le nombre et la sévérité des effets secondaires. Alors, il faut quand même des corticoïdes au début. Il ne faut peut-être pas que cela, car vous avez des formes très sévères. Ici, par exemple, une hémorragie alvéolaire, ou ici, une glomérulonéphrite rapidement progressive. Vous voyez sur le glomérule mentionné, signalé en haut de l'écran, qu'il y a une flaque orangée qui correspond au saignement initial, à la rupture du capillaire. Et progressivement, cette brèche va permettre au sang d'envahir l'espace urinaire. Et vous voyez en bas qu'il y a des cellules qui s'accumulent dans la chambre urinaire et ça constitue un croissant, c'est pour ça qu'on les appelle les glomérulonéphrite à croissant. Elles sont très rapidement progressives et si l'on ne fait rien, on aboutit à la destruction totale du néphron et à une irréversibilité des lésions. Alors que traité précocement, on peut tout récupérer. Bien sûr, quand on est, comme je vous le disais, à ce stade final, eh bien, il n'y a aucune probabilité de récupération. Est-ce que l'on peut faire encore plus vite pour obtenir une bonne réponse thérapeutique? Et oui, vous voyez que les échanges plasmatiques, lorsqu'on les ajoute à la corticothérapie et à l'immunosuppresseur, peut donner des résultats intéressants. Alors nous avions fait un premier essai dans le groupe, vous voyez, qui a commencé en 1989, c'est donc pas récent, où on avait comparé dans plusieurs types de vascularites la corticothérapie, l'endoxan, les échanges plasmatiques à un groupe corticoïde avec endoxan sans échange plasmatique. Et nous avions été très déçus par les résultats, bon, pas déçus globalement puisque la survie, vous voyez, à 5 ans était plutôt bonne, mais on n'avait pas de différence entre les deux groupes et donc pas d'avantage aux échanges plasmatiques. En fait, notre question était probablement mal posée, car on a cherché à évaluer les échanges plasmatiques comme moyen d'améliorer la survie. Or, ça ne l'améliore pas, ce qui n'est pas surprenant quand on traite les patients pendant, on va dire, 15 jours par des échanges plasmatiques. On se doute bien que ça ne va pas influencer notablement la survie 10 ans plus tard. Mais un nouvel essai, beaucoup plus récent, auquel nous avions participé, un essai européen, a ciblé non pas la survie, mais la fonction rénale et donc l'amélioration aussi de la qualité de la vie. Et donc dans cet essai, tous les malades reçoivent de l'endoxan, tous les malades reçoivent des corticoïdes, ils sont tirés au sort. Un groupe reçoit 7 échanges plasmatiques en 2 semaines et le second groupe de patients reçoit 3 perfusions de solumédrol, de méthylprednisolone, et pas d'échange plasmatique. Et le groupe ciblé, ce sont des groupes avec une insuffisance rénale très sévère, plus de 500 micromoles, donc certains malades dialysés. Et d'ailleurs, vous voyez que ça confirme notre première étude. C'est qu'en termes de survie, c'est pareil. Pareil dans les deux groupes. Mais si l'on regarde la fonction rénale, c'est très différent. Puisque la fonction rénale ici est quand même très bonne. Très bonne. En tout cas, elle est améliorée dans le groupe qui a été traité par échange plasmatique. Et la récupération rénale est un objectif que l'on peut considérer comme prioritaire. Donc, toute maladie avec une insuffisance rénale sévère doit être traitée aujourd'hui par des échanges plasmatiques plutôt que par des bolus de méthylprednisolone. Sur le plan pratique, je vous dirais que les passages aux urgences font que les malades ont très souvent des bolus de méthylprednisolone. Ensuite, on leur fait des échanges plasmatiques, c'est-à-dire qu'ils ont à la fois la ceinture et les bretelles. Mais finalement, l'objectif final est rempli et c'est le principal. Alors, il y a aujourd'hui un essai international qui est terminé dans son recrutement. Il y a plus de 700 malades qui ont été inclus dans le monde entier. Pour une maladie très rare, c'est donc quand même une prouesse, avec des niveaux d'inclusion en termes de créatininémie qui sont un peu plus bas et qui va essayer de confirmer les résultats de la première étude,
et d'autre part essaiera de répondre à une question sur la dose optimale de corticoïdes. Donc c'est une double question, et ces deux questions font qu'il a fallu inclure énormément de patients. Alors, dans les autres modalités thérapeutiques, il y a eu l'infliximab ou l'étanercept, c'est-à-dire les anti-TNF qui ont été proposés, avec, il faut bien dire, des réponses très décevantes. Et que la première approche thérapeutique des vascularites en K par les biothérapies n'a pas donné les résultats attendus. Les résultats attendus n'ont pas été toujours obtenus immédiatement, et parfois, s'ils ont été obtenus, on a vu des rechutes quasi immédiates, 70% des malades rechutent, donc c'est une voie thérapeutique qui est aujourd'hui quasiment abandonnée. Alors il y a parmi les médicaments aussi que l'on peut utiliser en traitement d'attaque, mais je le rappelle ici chez des malades sans insuffisance rénale, ce sont les immunoglobulines. En effet, les immunoglobulines peuvent aggraver la fonction rénale, donc on ne les propose pas. Mais dans toutes ces autres formes sans atteinte rénale, eh bien, le résultat est plutôt intéressant. Ici, dans ces essais thérapeutiques prospectifs, tous les patients avaient déjà une corticothérapie, avaient déjà des immunosuppresseurs de façon optimale. Ils ne répondaient pas au traitement ou ils rechutaient malgré ce traitement. Donc on a rajouté des échanges plasmatiques et on a rajouté, donc c'est un petit groupe parce que la population des malades réfractaires à tout n'est quand même pas très nombreuse, mais sur les 21 patients inclus, 20 malades ont eu une réponse initiale. Et on perfusait les immunoglobulines tous les mois pendant 6 mois, on évalue à 9 mois et on évalue également un peu plus tard. Mais l'évaluation initiale était prévue à 9 mois. Et vous voyez qu'il y a 13 rémissions complètes, une rémission partielle, 7 rechutes, et même à 24 mois, alors je rappelle qu'ils n'ont pas que des immunoglobulines, ils sont avec un traitement de fond qui lui n'était pas modifié, on a encore 7 malades en rémission complète. Donc les immunoglobulines ont sûrement une place, même si elle est un peu moins importante depuis l'arrivée d'autres biomédicaments sur lesquels je vais revenir. Voilà un exemple, par exemple, un exemple d'un patient qui a une atteinte pulmonaire parenchymateuse mais qui touche la plèvre avec une confirmation histologique qu'il s'agit bien d'une localisation granulomatose de maladie de Wegener, et après 3 perfusions d'immunoglobulines, on voit disparaître cette lésion. Donc c'est tout à fait intéressant. Alors le point nouveau, c'est le rituximab. Et ce rituximab a été proposé déjà depuis une dizaine d'années. Il y a eu une première publication en 2015 de 2 essais thérapeutiques, et je vais surtout parler de l'essai américain qui était le plus dense en nombre de malades et le plus intéressant sur le plan de l'organisation méthodologique. Un groupe reçoit le traitement conventionnel, de l'endoxan et des corticoïdes, et ensuite de l'azatioprine, l'Immurel, pendant 12 à 15 mois. Dans l'autre bras, il y a 4 perfusions de rituximab avec 1 semaine d'intervalle et un placebo derrière, plus aucun traitement. Donc ces malades ont été traités 3 semaines. 4 perfusions, c'est 3 semaines. Alors les premiers résultats publiés, papier de New England, c'est résultats à 6 mois. Les résultats à 6 mois montrent qu'il y a une réponse thérapeutique équivalente dans les 2 groupes. D'ailleurs, c'est un essai de non-infériorité. Et cette non-infériorité a été atteinte avec un objectif principal qui était en plus d'arrêter les corticoïdes à 6 mois, c'est-à-dire qu'il y a un groupe où il n'y a plus aucun traitement. Dans le point secondaire, le critère de jugement secondaire, c'est la même réponse thérapeutique, mais en maintenant une corticothérapie inférieure à 10 mg. Et là, vous voyez que c'est plutôt un peu meilleur comme réponse thérapeutique, mais c'est excellent dans les 2 groupes. Donc pour la première fois, on tenait un nouveau médicament équivalent à l'endoxan en termes d'efficacité et avec une tolérance qu'on pouvait espérer meilleure. La tolérance est en fait à peu près comparable. Et vous voyez que les effets secondaires, ce sont les mêmes dans les 2 groupes. Mais ce ne sont pas le même type d'effets secondaires.
Et on n'a pas de recul avec ce nouveau médicament pour les effets secondaires à très long terme. On sait que c'est plutôt globalement bien toléré. On a l'expérience de la polyarthrite rhumatoïde et de l'hématologie où le produit est utilisé depuis des dizaines d'années. Donc on sait que ce sera plutôt pas mal à long terme. Mais pour l'instant, on connaît plutôt très bien les effets secondaires de l'endoxan à moyen long terme et moins bien dans les vascularites ceux du rituximab. Le deuxième essai, puis dans le New England, je ne vais pas le détailler, mais simplement pour vous mentionner le nombre d'effets secondaires qui n'est pas négligeable, 36 et 27%, mais c'était tout à fait explicable car le protocole autorisait en début de traitement à la fois le rituximab et le cyclophosphamide mélangé. Donc évidemment, de faire une double chimiothérapie avait des incidences sur la survenue d'effets secondaires que l'on imagine facilement. Le troisième point, et qui pour moi est quand même peut-être le plus intéressant, c'est le traitement d'entretien. En effet, aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour faire un bon traitement d'attaque et on met 80-90% des malades en rémission. Qu'en est-il du traitement d'entretien? Le traitement d'entretien, c'est fondamental puisque c'est celui qui prévient les rechutes. Et justement, avec les traitements conventionnels, on voit qu'on ne les prévient pas très bien, ces rechutes. Voici l'essai de 2003 qui a montré et démontré que l'Immurel en traitement d'entretien était équivalent à la poursuite de l'endoxan, avec cette fois-ci peu d'effets secondaires. Et chez 150 malades suivis pendant 1 an et demi, on a des courbes absolument superposables. Et donc, l'endoxan a été abandonné complètement pour maintenir les rémissions, alors que l'Immurel l'a remplacé avantageusement. Alors, il y a d'autres produits à peu près de force équivalente, ça a été le méthotrexate. Notre groupe avait publié cet article où on a comparé Immurel au méthotrexate, là encore prescrit pendant 1 an avec un suivi un peu plus prolongé. Donc ce sont des malades qui sont tous en rémission et on a pu constater que ces deux médicaments étaient équivalents. Ils étaient équivalents, mais ce qui doit d'abord vous frapper, ce n'est pas uniquement l'équivalence, c'est que finalement, malgré le traitement d'entretien, il y a beaucoup de rechutes. Et que ici, à 3 ans, on est à 40% de rechutes. Donc c'est véritablement beaucoup et peu acceptable. Alors on s'est penché vers d'autres immunosuppressions. Le mycophénolane mofétyl, qui avait donné de très bons résultats dans le lupus, a suscité des espoirs dans les vascularites. Et malheureusement, vous voyez que le bras mycophénolane mofétyl fait moins bien que l'Immurel. Donc ce médicament plus récent, plus jeune, plus cher aussi, eh bien, ne donne pas les résultats attendus. Mais c'est un médicament que l'on a quand même dans notre panoplie. Et en fait, c'est le rituximab qui, de nouveau, semble se positionner comme le traitement d'entretien le plus intéressant. Alors voici par exemple les résultats à 18 mois cette fois et pas à 6 mois de l'essai américain dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous vous rappelez qu'il y avait un bras sans traitement d'entretien, juste ces 4 perfusions initiales, et l'autre qui recevait de l'Immurel. Quand on regarde 18 mois plus tard, on voit que le taux de rechute est exactement le même dans les deux groupes. La survie sans rechute, c'est la même chose. Donc, lorsque vous avez traité un patient par rituximab, vous avez exactement le même taux de rechute que lorsque vous avez traité votre malade par une association d'endoxan corticoïde suivie par de l'Immurel. Donc l'allègement thérapeutique permet aux patients d'avoir exactement la même espérance de survie. Et en plus, ce qui est, je crois, un point majeur que l'on va confirmer ensuite, c'est qu'il y a des facteurs qui peuvent prédire la rechute, et notamment le type d'anticorps. Les anticorps anti-PR3, lorsqu'ils sont présents, et au début et à 12 mois, vont induire, pas induire, mais font que le taux de rechute est assez élevé. Alors que les patients qui ont des antimyéloperoxydases, eux, ne rechutent que peu, un peu quand même, mais pas énormément. En tout cas, ce qui nous a frappé, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de rechutes, même dans les deux bras.
Donc on s'est dit, nous allons proposer un traitement d'entretien fondé sur le rituximab. Et ça a donné lieu à cette publication de 2014 que vous connaissez, où on a comparé Immurel à rituximab en traitement d'entretien des vascularites associées aux ANCA. Protocole très simple, un bras Immurel avec corticothérapie à dose décroissante jusqu'à l'arrêt, et dans l'autre bras, des injections régulières, au début à 15 jours, puis ensuite tous les 6 mois, de 500 mg de rituximab, une dose, je vous rappelle, qui est assez faible, qui est plus faible que celle qui est proposée par exemple en traitement d'entretien de la polyarthrite rhumatoïde. Tout traitement est arrêté entre 18 et 22 mois selon le bras thérapeutique et on évalue à 28 mois. Alors voilà les résultats qui ont été obtenus. 115 malades inclus, strictement équivalents, superposables dans les deux groupes, même nombre de premières poussées, même nombre de rechutes à J0. Et vous allez retenir simplement le chiffre des rechutes majeures. 17 rechutes majeures sous Immurel, 28% de rechutes. Mais quand on va dans le bras rituximab, c'est 3 rechutes majeures, 5% de rechutes. Et ça change quand même considérablement les choses. Au point de vue impact sur, par exemple, les immunoglobulines, parce qu'on sait que les immunoglobulines baissent beaucoup sous rituximab, et d'ailleurs, ça peut être un élément favorisant les infections. Eh bien, quand on utilise des doses de 500 mg, on n'a pas une baisse beaucoup plus importante que ce que l'on a sous azatioprine avec un peu de corticoïdes. Et donc, finalement, c'est relativement neutre sur ce point. On constate aussi que pour obtenir la diminution des ANCA, le rituximab est plus efficace que l'azatioprine. Vous voyez qu'à M28, il y a une différence bien sûr très significative entre les deux groupes. Alors ceci, si l'on s'intéresse maintenant aux effets secondaires, alors effets secondaires ici, tout confondu. Effets secondaires et puis ce qu'on appelle aussi les événements indésirables, qui ne sont pas toujours des effets secondaires, c'est environ 40 à 45% dans chacun des groupes. Mais il n'y a pas tant que cela d'effets très sévères. Et je voulais simplement vous montrer cette plaque, je ne vais pas détailler tous les effets secondaires, mais détailler les effets secondaires infectieux. Alors vous pouvez constater que les effets secondaires infectieux sont à peu près équivalents dans les deux groupes. Parmi il y a une tuberculose dans chacun des groupes. Il y a un peu plus d'effets secondaires dans le bras azatioprine et le bras rituximab, on va dire, s'en sort plutôt bien, avec quand même une pneumocystose, ce qui incite toujours maintenant à faire une prophylaxie par le Bactrim des malades que nous mettons sous rituximab. Les décès, très peu, 1,7% de décès, aucun dans le groupe rituximab, 2 seulement dans le groupe azatioprine, et les décès, d'ailleurs, il y en a un qui est directement lié au traitement et à la sévérité de la maladie, l'autre est un cancer du pancréas qui n'avait rien à voir avec cette affection. Avec une courbe de survie sans rechute qui est bien sûr très différente, et donc ça plaide beaucoup pour l'utilisation du rituximab. Maintenant, la question qui se pose, c'est combien de temps faut-il traiter les patients? Là, on les a traités, vous avez vu, 18 mois, qu'est-ce qui se passe après? Alors, nous avons des réponses. Et nous avons des réponses partielles et des réponses finales. Dans les réponses partielles, nous sommes en train d'exploiter actuellement ce protocole qui s'appelle MENRID 102, qui était un protocole qui a pour objectif de traiter les patients avec à peu près le même schéma, mais de voir si l'on peut adapter le traitement à la présence et au titre des ANCA, et si on peut l'adapter également au CD20, c'est-à-dire au CD19 que l'on mesure dans le sang périphérique. Eh bien, je ne vais pas vous donner la réponse complète à cette question, parce que je ne l'ai pas, tout simplement, mais je vous rappelle déjà le schéma. Le bras de référence, c'est rituximab avec le schéma MENRID 101. Le deuxième bras, c'est un bras à la demande. Tous les 3 mois, on regarde les ANCA, on regarde les CD19. Tant que ça reste à 0 et que ça ne bouge pas, on ne fait rien. Et si on voit qu'il y a un frémissement de remontée des anticorps ou de réapparition des CD19, donc
on va dire une perte d'efficacité du rituximab, enfin d'efficacité. Son efficacité à supprimer la prolifération de lymphocytaire B attendue, eh bien on réinjecte. Alors, les résultats préliminaires, c'est que le traitement est d'abord à peu près équivalent en termes de sécurité dans les deux groupes. Ça marche de la même façon dans les deux groupes. Quand on a un bras à la demande, globalement on fait 3 perfusions sur 18 mois, alors que de l'autre côté on en fait 5. Donc on économise du médicament pour un résultat strictement superposable. Alors quant au rôle de ces marqueurs qui étaient l'objectif de l'étude, eh bien il va falloir attendre un peu pour avoir le résultat puisque nous sommes en train d'analyser cette série. Mais nous avons aujourd'hui progressé avec le résultat de la première étude Menrit-100, non plus à 28 mois, mais maintenant à 60 mois, c'est-à-dire à 5 ans. Et à 5 ans, on a regardé tout simplement le nombre de rechutes et les facteurs qui pouvaient prédisposer à la rechute. Alors voici le suivi long terme. Ça, c'est pour vous rappeler ce que nous avions. Et ça, c'est la courbe définitive de l'analyse à 60 mois. L'article n'est pas publié, mais j'espère qu'il le sera très prochainement. Et ce que vous pouvez constater, c'est que dans le bras en rouge, qui est le bras azatioprine, nous avons la situation attendue. C'est-à-dire que mois après mois, année après année, eh bien, ça diminue et nous avons globalement à 60 mois un nombre de rechutes qui est élevé, qui est de plus de 40%. Malheureusement, dans le bras rituximab, il y a aussi des rechutes. Mais il y en a quand même beaucoup moins. La différence, c'est 20% de différence. C'est donc très très important. Mais il y a quand même des rechutes. Donc, il faut essayer de faire un petit peu mieux. Et une des solutions, c'est peut-être de prolonger le traitement et de rajouter des perfusions de rituximab. Alors, c'est ce que nous essayons d'évaluer aujourd'hui. Et nous essayons de l'évaluer avec un nouveau protocole qui n'est pas analysé, qui n'est pas terminé, où on a comparé 2 ans globalement de rituximab à 4 ans de rituximab pour voir si on obtenait une diminution du nombre de rechutes. Alors je voulais insister avec vous sur un point qui est la présence ou l'absence de ces fameux anticorps anti-PR3. Vous savez que dans l'étude RAVE, SPECS a montré que les patients anti-PR3 rechutaient plus que les patients anti-MPO. Alors vous voyez que ici, les malades qui ont du rituximab PR3 rechutent, beaucoup moins quand même que ceux qui ont de l'Immurel anti-PR3, et que les malades qui n'ont pas d'anti-PR3, c'est-à-dire ceux qui n'ont ou rien ou qui avaient des anti-MPO, eh bien globalement ne rechutent que très peu. Donc ça confirme les résultats de l'étude américaine, avec finalement une perspective. La perspective, c'est que les anti-MPO, bientôt, on les traitera probablement de façon un peu allégée par rapport aux malades anti-PR3. Peut-être que tout le monde n'a pas besoin d'un traitement prolongé. Et le sur-mesure dont je vous parlais tout à l'heure va également s'adapter à ce marqueur. Alors je voulais mentionner aussi une autre étude. Une autre étude sur l'Immurel, tout simplement. L'Immurel, le plus ancien des traitements, vous avez vu le taux de rechute. Mais là aussi, si on prolongeait le traitement par Immurel, traitement pas cher, plutôt bien toléré, est-ce que nous n'aurions pas moins de rechutes? Et cet essai européen a comparé un traitement court d'Immurel, enfin court, relativement court, les 18 mois, 2 ans habituels, à un traitement long, c'est-à-dire 4 ans. Et on a quelques rechutes, quelques résultats aujourd'hui. Et vous voyez que si vous prolongez le traitement, le C c'est le bras continu et le W c'est le bras arrêt, withdrawal, eh bien vous avez une différence significative et effectivement, un malade sous Immurel chez qui vous prolongez l'Immurel rechute moins que s'il a un traitement court. Et là encore, parmi les facteurs qui prédisent la rechute, eh bien, il y a la protéinase 3 et que les patients PR3 rechutent plus incontestablement que les autres. Donc, je vous annonçais le protocole que nous n'avons pas exploité encore aujourd'hui, puisqu'il est en train de se terminer, qui est de faire un bras avec 2 ans de traitement versus 4 ans de traitement.
Eh bien voilà, ce traitement est en cours et j'espère qu'on aura des résultats très prochainement, puisque nous sommes quand même plutôt à la fin, non pas des inclusions, à la fin du suivi, puisque tous les malades ont été inclus dans cette étude. Deux questions restent. La première, peut-on guérir une vascularite? Une vascularite en cas, j'entends, d'autres vascularites qui heureusement guérissent. Alors déjà, un peu d'histoire. Vous pouvez constater que quand autrefois, regardez l'article est de 1979, donc ce n'est pas quelque chose d'extrêmement ancien, une trentaine d'années. Et les malades avaient été traités pour les premiers 40 ou 50 ans avant maintenant. Quand on ne donnait pas de traitement, parce qu'il y avait encore des bras sans traitement, eh bien, globalement, la survie, c'est quand même pas bon, 13% de survie à 5 ans. Que les malades sous corticoïdes seuls, eh bien, un malade sur deux s'en sort. Et quand on a rajouté les immunosuppresseurs, on est passé à 70% de survie. Donc, en quelques années, il y a eu un progrès considérable. Et quand j'ai commencé ma carrière médicale, avoir une vascularite, c'était une très mauvaise maladie. Alors qu'aujourd'hui, on peut dire aux patients, on va discuter de votre vascularite comme si on discutait non pas de la rougeole ou des oreillons, mais on peut parler posément d'un avenir qui est quand même plutôt radieux. Alors, cette histoire est importante parce que ça prouve que les médicaments ont quand même amélioré et changé la face des choses. A l'inverse, le traitement conventionnel, même s'il est efficace, eh bien, ne prévient pas suffisamment la survenue des rechutes. Et il faut trouver d'autres solutions. Que mènerait sans avec rituximab, c'est là quand même qu'on a la meilleure réponse, puisqu'on est à 28 mois avec simplement 5% de rechute. Et il faut essayer de travailler encore plus sur ces bras rituximab et sur d'autres médicaments qui vont sûrement nous être proposés bientôt. En tout cas, en attendant, on ne peut pas dire à un malade « vous êtes guéri, ne revenez plus me voir, c'est terminé ». Il faut au contraire les voir, sans panique, tous les 6 mois, puis tous les ans, et savoir qu'il peut y avoir des rechutes, surtout si le malade a des antiprotéinase 3. Si il y a des anti-MPO, c'est quand même beaucoup plus rare. Enfin, est-ce que l'amélioration du pronostic est due à aussi d'autres facteurs? Alors la réponse est bien sûr positive, parce que ce qui a permis d'obtenir, avant le rituximab, jusqu'à présent, avant le rituximab, on guérissait déjà, on mettait en rémission 80% des malades. Et on n'a pas attendu les biothérapies pour avoir ces excellents résultats. Et on avait les mêmes médicaments 30 ans avant. Et ce que nous avons fait de bien ou de mieux, c'est moins de corticoïdes, moins d'immunosuppresseurs. Ce n'est pas plus de traitement, c'est plutôt moins de traitement. Et en allégeant les thérapeutiques, en les combinant intelligemment, en faisant une prophylaxie des effets secondaires et notamment des infections, on a amélioré la survie des patients. Et ça, c'est absolument fondamental. Et l'arrivée des nouvelles biothérapies va évidemment favoriser encore la minimisation des traitements, c'est-à-dire la diminution notamment de la corticothérapie, mais ne nous dispensera pas de la prophylaxie des infections, notamment contre la pneumocystose. La tuberculose, c'est important, on en voit peut-être un peu moins chez nous que dans d'autres pays, mais dans certains pays, c'est un problème qui reste majeur. Et puis ne pas oublier qu'avec les traitements que nous donnons, nous induisons une immunosuppression et que l'induction de cette immunosuppression mérite parfois d'avoir une compensation, notamment par des globulines. Alors, vous donnez un exemple d'allègement du traitement avec des résultats équivalents, eh bien, c'est cet essai thérapeutique. C'est un essai thérapeutique où on a focalisé notre intérêt sur les patients âgés de plus de 65 ans et en fait avec un âge moyen d'environ 75 ans. 2 bras thérapeutiques avec tirage au sort, un traitement, on va dire, conventionnel, relativement lourd, et un bras allégé, puisque dans ce bras allégé, beaucoup moins de corticoïdes et simplement 6 bolus d'endoxan à 500 mg, c'est-à-dire 3 grammes d'endoxan de dose totale. Et bien voilà les résultats. Vous avez ici la survie avec les effets secondaires. Eh bien, le bras qui s'en sort le mieux, c'est le bras allégé. Ce n'est pas le bras lourd.
Donc ça montre bien qu'on peut traiter les patients avec moins de médicaments. Moins de médicaments veut dire moins d'effets secondaires, et moins d'effets secondaires fait amélioration de la survie. Et que faire toujours plus, eh bien, ce n'est pas toujours bien. Alors on a publié des recommandations, celles-ci datent maintenant de 2013. Il faudra bien sûr les refaire, je pense, en 2017, c'est-à-dire cette année ou l'année prochaine. Pour cela, je pense qu'il faut quand même attendre d'avoir le résultat des 2 essais Minrit-100, voir ce qui se passe dans les littératures internationales. Mais on a énormément progressé dans les 5 dernières années. Et si ces recommandations sont toujours valables, elles peuvent être assez rapidement encore améliorées. Alors ce que nous conseillons tout d'abord, c'est de ne pas oublier l'immunosuppression conventionnelle. Il y a certains patients, je pense à un malade sévère avec une insuffisance rénale qui est relativement âgé, on peut proposer de l'endoxan, ça marche très bien. A l'inverse, aujourd'hui, il n'est pas question de traiter une rechute par autre chose que du rituximab. Une femme jeune qui a des préoccupations de fertilité doit être également traitée par rituximab. On ne donne plus de cytotoxiques dans ce groupe de patients. Donc il y a des indications qui se dessinent. Progressivement, peut-être ira-t-on systématiquement vers du rituximab, mais pour l'instant, je crois qu'il faut encore garder des prescriptions équilibrées et faire des choix au cas par cas. Alors, en conclusion, alors je vous invite bien sûr à lire les recommandations, parce que je vous en ai cité une ici, mais il y a 14 recommandations dans cet article de 2013 de la presse médicale qui justement codifie le parcours de soins des malades. Alors en conclusion, vous avez vu que le traitement des vascularites a quand même changé, et a changé considérablement au fil des années. Alors pourquoi est-ce que ça a changé? Eh bien c'est tout d'abord parce qu'on sait mieux utiliser et l'immunosuppression et la corticothérapie. Et ce n'est pas l'excès de corticoïdes qui a apporté du bien, c'est plutôt la réduction de la corticothérapie. Le deuxième point de conclusion, c'est que le rituximab, c'est incontestablement en traitement d'attaque le compétiteur, le comparateur de référence pour le cyclophosphamide. Et lorsque nous sommes en traitement d'entretien, c'est largement supérieur à toutes les autres immunosuppressions. Alors, il y a d'autres biothérapies, je n'ai pas le temps et je n'ai pas l'intention de vous en parler aujourd'hui, qui ont une place un peu moins grande. Il y a des essais sur l'abatacept notamment, il y a des essais sur le belimumab qui sont en train de commencer. Donc il y a autre chose. Est-ce que cela fera mieux que le rituximab? Je ne pense pas. Est-ce que ça fera aussi bien? Peut-être. Est-ce qu'il y aura des sous-groupes de prescription? On verra lorsqu'on aura l'analyse de ces essais. Et puis dans le groupe des vascularites associés aux ANCA, il y a ce fameux sous-groupe des formes avec asthme, les syndromes de Sturge-Strauss, qu'on appelle EGPA. Eh bien, ces EGPA peuvent bénéficier du mépolizumab. Le mépolizumab, c'est cible l'interleukine 5, c'est un anti-L5. On sait que ce médicament donne des résultats intéressants dans l'asthme. Un essai thérapeutique de prévention des rechutes vient de s'achever. Je n'en sais que ce que dit la presse aujourd'hui. Et quand je parle de la presse, c'est de la grande presse, pas de la presse scientifique. Et l'essai est en cours d'analyse, mais les premiers résultats semblent positifs en faveur du mépolizumab. Donc on voit que dans un sous-groupe de vascularité associée aux ANCA, il y a là encore une autre biothérapie qui pourrait avoir un intérêt, mais je ne néglige pas aussi le fait que le Sturge-Strauss, c'est une maladie dont certains malades ont des ANCA, certains n'ont pas d'ANCA, et que là encore, en fonction de la présence des ANCA, les traitements ne sont peut-être pas les mêmes. Et que le rituximab, par exemple, pourrait également avoir une place importante. Et d'ailleurs, il y a aujourd'hui un essai dans le groupe français des vascularites en cours qui commence à inclure des patients dans les formes de Sturge-Strauss et l'on randomise, là encore, le rituximab dans cet essai thérapeutique. Donc vous le voyez, il y a quand même beaucoup de choses qui sont en train de se passer et qui se sont passées très récemment. Un point important,
maintenir la rémission, ça reste essentiel aujourd'hui. On ne peut pas traiter en 3 mois un malade et dire qu'il est guéri pour toute la vie. Le Ritux, c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour maintenir la rémission, j'ai déjà rappelé. Ne pas oublier la prise en charge globale des patients, la nutrition, les infections, etc. Et puis, le point nouveau, qui vient du fait que nous avons des grosses cohortes de patients aujourd'hui, qui permettent de dégager un certain nombre de marqueurs qui peuvent annoncer les rechutes et qui pourront sûrement jouer leur rôle dans l'adaptation du traitement. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, et puis je vous remercie beaucoup de votre attention.